voulais pour commencer dire merci à la presse nationale et internationale qui est là. Dire merci à tous les présidents des différentes organisations membres de la 4e voie, la voie des sans-voix. Je voudrais pour commencer nous dire que nous sommes des acteurs de la société civile en Côte d'Ivoire. Nous sommes également des acteurs de la vie politique en Côte d'Ivoire. Nous avons au jour d'aujourd'hui 13 organisations signatrices de la Convention de la 4e voie, la voie des sans-voix. Il faut dire qu'après plusieurs analyses des différentes plateformes qui ont été mises en place, des différentes coalitions qui ont été mises en place, et après plusieurs analyses de la situation socio-politique en Côte d'Ivoire, avec les échecs et les revers de plusieurs organisations, nous avons trouvé bon, vu la nécessité de ramener la Côte d'Ivoire dans le sens de la démocratie, dans le sens de la paix, dans le sens de la cohésion sociale, dans le sens de la démocratie et de la souveraineté. Nous, organisations politiques, organisations de la société civile, nous avons trouvé que la population, dans sa grande majorité, n'a plus droit à la parole. Nous avons trouvé qu'il y avait plusieurs Ivoiriens délaissés qui ne pouvaient plus s'exprimer. Nous avons déploré le fait qu'il y ait des enfants au jour d'aujourd'hui qui ne sont pas pris en compte par l'État de Côte d'Ivoire. Nous avons vu qu'il y a plusieurs Ivoiriens et Ivoiriens qui n'arrivent pas à manger correctement. Il est difficile pour eux-mêmes d'avoir un repas dans la journée. Nous avons trouvé qu'il y avait des Ivoiriens en exil, des Ivoiriens en prison, des Ivoiriens qui se retrouvent dans des positions inconfortables malgré le fait que nous ayons une constitution qui garantisse la liberté des uns et des autres. Nous avons remarqué que la Côte d'Ivoire, il y a encore un chef d'État qui est en prison, un ministre en prison, beaucoup d'autres en prison en Côte d'Ivoire et même hors de Côte d'Ivoire. Nous avons trouvé que la situation, la cohésion sociale posait toujours problème. Nous avons trouvé des prisonniers qui n'avaient pas droit à la parole. Nous avons plusieurs diplômés sans emploi. Nous avons vu que la situation de la nature et de l'environnement en Côte d'Ivoire posait problème. Nous avons trouvé que l'équilibre social n'était plus garanti en Côte d'Ivoire. Alors nous nous sommes dit qu'il y a quelque chose à faire. Il faut que des Ivoiriens et des Ivoiriens se lèvent et qu'ils parlent, qu'ils agissent, qu'ils interagissent pour changer la situation. Il faut que des Ivoiriens se lèvent pour être le porteur de voix de ceux qui n'ont pas droit à la parole, ceux qui sont opprimés, ceux qui souffrent dans le silence. Et Dieu seul sait combien de fois ceux-là sont nombreux. C'est toutes ces raisons-là qui ont motivé la mise en place de ce groupe de réflexion et de travail, la mise en place de cette plateforme, la mise en place de cette coalition qui s'appelle la 4e voie, la voie des sans-voix. Quelqu'un pourrait nous demander pourquoi la 4e voie. La 4e voie simplement parce que nous avons 3 organisations politiques en Côte d'Ivoire qui ont déjà exercé le pouvoir d'État. Mais à la suite de ces 3 organisations, le pays n'a pas encore retrouvé le chemin de la croissance. Le pays n'a pas retrouvé le chemin de la stabilité. Le pays n'a pas encore la cohésion sociale. Et le pays est toujours dans des situations difficiles. Et les populations apeurées qui ne savent plus à quoi se donner, à qui se donner, il leur faut une alternative. Et cette alternative est la 4e voie. Pourquoi la voie avec le son qui sort de la bouche? Parce que nous voulons parler au nom de ces sans-voix. Nous voulons parler au nom de tous ces démunis, au nom de tous ces oubliés. Raison pour laquelle nous avons choisi le nom, la 4e voie, en précisant la voie des sans-voix. Au jour d'aujourd'hui, nous avons plusieurs organisations en notre sein. Nous avons des organisations politiques reconnues par le ministère de l'Intérieur. Nous avons des organisations de la société civile reconnues également par le ministère de l'Intérieur. Nous avons des ONG également qui sont avec nous. Et c'est cet amalgame d'Ivoiriens du Nord, de l'Ouest, du Sud, de l'Est, du Centre qui constitue aujourd'hui la 4e voie, la voie des sans-voix. Nous sommes une organisation homogène dans laquelle vous trouverez des Ivoiriens de plusieurs sensibilités religieuses, une laïcité, un écuménisme que nous retrouvons où tout le monde se sent là-dedans. Nous avons une plateforme où le genre est également bien représenté. Les hommes comme les femmes ont droit à la parole. Les hommes comme les femmes travaillent ensemble en parfaite intelligence pour amener la Côte d'Ivoire, tirer la Côte d'Ivoire vers le haut.
Donc voici ainsi présenter la plateforme. Et nous disons que les grandes organisations en griffe ont tendance à vouloir écraser les petites, les empêcher de grandir, et c'est pour cela que nous lançons un appel à toutes les autres jeunes organisations ou dites petites organisations. Nous disons qu'il n'y a pas de petites organisations, il n'y a pas de jeunes organisations. Une organisation qui se met en place et qui veut apporter un plus à la Côte d'Ivoire est une organisation qui peut compter sur nous et qui peut nous approcher. Et nous aussi, nous allons approcher ces organisations pour que nous soyons de plus en plus nombreux à représenter la vraie voix du peuple de Côte d'Ivoire, le vrai désir de changement du peuple de Côte d'Ivoire. Et donc notre objectif, c'est de mutualiser nos forces et nos faiblesses pour que la Côte d'Ivoire puisse reprendre sa position de leader en Afrique, que la Côte d'Ivoire puisse redorer son blason, que la Côte d'Ivoire puisse sortir du sous-développement et que la Côte d'Ivoire puisse aller dans le sens du développement. Nous sommes en train de travailler pour que les Ivoiriens puissent vivre en paix, qu'ils puissent avoir un véritable projet de vivre dans un pays, dans une nation émergente, dans une nation qui va réellement de l'avant. Donc voici un peu ce que je voulais nous dire aussi qui concerne notre plateforme. Notre plateforme est composée de plusieurs structures. Nous avons la conférence des présidents, nous avons également un directoire, nous avons un secrétariat exécutif qui est chargé d'exécuter au quotidien les décisions. Et nous sommes pour l'instant représentés à Abidjan et dans les grandes régions de Côte d'Ivoire, dans les 31 régions de Côte d'Ivoire. Nous sommes maintenant en train de travailler pour descendre au niveau des communes et des sous-préfectures et puis arriver jusqu'au niveau des villages. Notre plateforme dispose à ce jour de 2 supports de communication qui sont 2 journaux en ligne, le débat ivoirien.net, Abidjan, News d'Abidjan également.net. Ce sont ces 2 supports de communication qui relaient les idéologies, les combats de notre groupe de travail, de notre coalition, de notre plateforme. Donc voici ainsi présenté en résumé le groupe de travail qui vous a invité à cette conférence de presse. Nous allons maintenant entrer dans le vif du sujet au niveau de ces 2 points de la conférence de presse sur lesquels nous voulons réellement aborder. Le premier point qu'on voulait aborder, c'est la CPI. Et pour cela, je vais donner la parole au président Dja-Galé Gervais qui va déjà nous introduire dans ce thème-là. Et puis après quoi, nous allons aller dans le thème de la sécurité. Et le président De Vinci va également nous introduire. Et après cela, nous allons aller beaucoup plus en profondeur avec les 2 autres présidents. Président Dja-Galé, vous avez la parole. Merci, Président. Merci à tous les journalistes qui sont là ce matin pour pouvoir nous aider à faire entendre donc la voix des sans-voix. Merci pour la présentation, je vais dire, de cette organisation. Oui, la CPI, sans toutefois tarder, il faut y aller tout de suite. La CPI, oui, la CPI. Aujourd'hui, nous sommes en train d'assister à un procès international qui met je vais dire, en vue des personnalités qui ont géré la Côte d'Ivoire pendant une période décisive de son histoire. En l'occurrence, le président Laurent Gbagbo et son ministre chargé de la jeunesse, Charles Blé Goudé. C'est aujourd'hui l'actualité que tout le monde vit. Et donc, il est donc nécessaire pour nous, en tant qu'Ivoiriens, de nous prononcer sur cette actualité. Ceci dit, à notre niveau, nous voulons dire que la CPI, en tant que institution internationale, chargée d'établir la justice dans ce monde, en train de faire un procès qui laisse à désirer. Et nous le disons de façon objective. On veut faire taire à toute subjectivité et dire ce qu'il en est. Alors, nous voulons d'abord présenter le contexte dans lequel ce procès se tient. Nous avons présenté les acteurs, mais il faut revenir au contexte. La CPI, pour pouvoir se permettre, n'est-ce pas, de dire un procès à la contre d'un accusé, ce dernier, il voulait dire, sa source est très importante, sa source de provenance est très importante. Je voulais donc parler de la crise post-électorale, entre guillemets, parce que nous, à notre niveau, nous ne pensons pas que ça soit une crise post-électorale, parce que les élections se sont tenues dans un contexte que tout le monde connaît,
c'était dans un contexte, je veux dire, conflictuel. Ce n'est pas après les élections en Côte d'Ivoire que nous avons connu ce conflit, pour ne pas dire cette crise armée. Alors, je voulais dire que la CPI, pour pouvoir permettre à la CPI d'agir en Côte d'Ivoire, l'État ivoirien devrait, n'est-ce pas, signer, je me permets l'expression, je voulais dire le test. Je ne parle pas en tant que juriste, mais je fais une appréciation en tant que leader d'opinion. Il va sans dire que le traité de la CPI a été ratifié, s'il me trompe, le 16 février 2013. En Côte d'Ivoire, nous savons que depuis 2002, la Côte d'Ivoire a été attaquée par une rébellion armée. En 2010, il y a eu des élections qui sont soldées par, je voulais dire, l'amplification de cette crise que nous connaissons. En 2011, nous assistons donc, je voulais dire, au débarquement, permettez-moi l'expression, du président Laurent Gbagbo et de son gouvernement par la France. Et tout le monde le sait aujourd'hui. Et après, donc, 2011, en 2013, n'ayant pas ratifié le traité de la CPI, le gouvernement Ouattara va donc aller ratifier le traité de la CPI et convoquer, pour ne pas dire traduire, le président Laurent Gbagbo et son gouvernement en justice. Nous disons que, voyant ces faits, c'est un procès que nous jugeons d'abord, pas objectif, mais subjectif. Parce que la CPI, à notre niveau, n'est pas habilitée à juger Laurent Gbagbo. Ça, c'est le premier point. Tout à l'heure, le président Ansoko prendra la parole pour apporter plus d'éclaircies. Mais sur ce point, nous disons que ce point est très important pour nous. Ce n'est pas le gouvernement Laurent Gbagbo, en son temps, ce n'est pas le gouvernement, je voulais dire, Bédié, qui ont ratifié, ces deux gouvernements qui ont ratifié le traité de la CPI, mais le gouvernement Ouattara qui hier, de façon belligérante, prend le pouvoir et convoque celui qui gérait hier, je voulais dire, le pays à la CPI. Alors, si nous voulons parler du procès Laurent Gbagbo et Blé Goudé à la CPI, on serait d'accord si seulement si le procès commençait à partir du 16 février 2013, parce qu'il y a ce qu'on appelle la non-rétroactivité de la loi. Donc, si le CPI veut juger Laurent Gbagbo aujourd'hui, qu'on parte donc du 16 février 2013. Quand on nous dit que c'est depuis 2011, nous ne sommes pas d'accord. Donc, pour ces deux raisons, il y en a plusieurs. Nous disons que le CPI n'est pas habilité à juger Laurent Gbagbo. Puis, nous assistons aujourd'hui à un balai de qui? Il y a ceux qui normalement se présentent comme des témoins, et il y a dans deux catégories, on parle des témoins à charge et des témoins à décharge. Ben, diantre, quand Laurent Gbagbo était au pouvoir, sans prendre parti, je le dis, parce que en m'entendant parler, on va dire non, sûrement c'est quelqu'un qui défend la cause du clan Laurent Gbagbo. Non, nous apprécions les choses de façon objective. Et je reviens donc pour dire que il faut être vraiment sérieux parce qu'il s'agit de la paix en Côte d'Ivoire vis-à-vis de ce procès. Quelle est donc l'attitude que la CPI devrait tenir pour qu'il y ait la paix en Côte d'Ivoire? Nous disons que la CPI, en réalité, tel qu'abordé le procès de Laurent Gbagbo et de Blé Goudé, devrait revoir sa copie. Doit revoir sa copie. Parce que tous ces témoins à charge qu'on a présentés, je parle, le dernier en date, il s'agit du général Mangou, mais c'était le général du président Laurent Gbagbo qui se présente aujourd'hui comme un témoin à charge. Non, nous disons non à cela. Nous disons non, vraiment non à cela. Je vais donc m'arrêter là et donner toute la parole au président Soko pour pouvoir apporter plus de détails d'éclaircies. Merci, président. Alors, merci beaucoup. Donc, le président Diagalé vient de nous faire un balayage de la situation à la CPI.
Ce qui importe pour nous, quatrième voie, la voie des sans voix, c'est la paix durable en Côte d'Ivoire. Pour nous, il faut trouver une solution à ce procès pour que la paix soit durable en Côte d'Ivoire. Laurent Gbagbo et le ministre Chablé Goudé constituent des acteurs majeurs de la vie politique en Côte d'Ivoire. Et nous souhaitons que la CPI puisse les libérer tout simplement pour qu'ils reviennent en Côte d'Ivoire, pour que la réconciliation, la paix durable soit une réalité en Côte d'Ivoire. Nous ne voulons pas d'un procès qui va venir envenimer encore la situation assez précaire, mais plutôt d'une justice qui apporte la paix, qui apporte la réconciliation et qui apporte une paix durable. Nous voulons maintenant aborder la situation sécuritaire en Côte d'Ivoire, et dans cet environnement sécuritaire, nous voulons donner la parole au président de Vinci qui va balayer ce point-là pour nous, ce après quoi nous allons apporter d'autres éléments de réponse. Président de Vinci. Je vous remercie. Je pense que le président Soko a donné les informations qu'il faut. Le président Diakhalé en a donné. Cette situation sécuritaire dans le pays concernant les microbes n'a que trop duré. Ça fait plus de 4 ans que ces jeunes adolescents sévissent dans la ville d'Abidjan et partout ailleurs en Côte d'Ivoire, sans toutefois que les autorités prennent une décision forte pour éradiquer ce sort. Je vais parler d'abord des causes de cette pandémie qui mine la Côte d'Ivoire. Ces enfants qui, du moins, agressent les populations à coups de machette, à coups de couteau, souvent par des armes à feu, des pistolets. Ces enfants qui tuent la population ivoirienne depuis plus de 4 ans et qui, la solution n'est pas véritablement trouvée, je pense, la quatrième voie, du moins, pense que c'est un fléau que le gouvernement doit prendre en compte. La quatrième voie pense que c'est un fléau qui doit être éradiqué en Côte d'Ivoire. Ces enfants, la plupart qui ont participé à la guerre en Côte d'Ivoire, la plupart qui sont issus des familles démunies, des maisons, des zones déguerpies en Côte d'Ivoire, qui vivent parfois sans toit, et commettent des exactions sur la population ivoirienne. Je pense que ce problème sécuritaire est d'ordre gravissime et nous devions tenir compte, nous devions prendre nos responsabilités. Le gouvernement, nous appelons le gouvernement ivoirien à parer à cette éventualité parce que les Ivoiriens ont tant souffert de cette crise, de ce phénomène qui est un phénomène qui a véritablement touché la Côte d'Ivoire. C'est un phénomène sécuritaire qui est très important. Et je ne vais pas en dire plus, parce que nous savons tous que cette problématique n'a pas encore trouvé de solution. Donc je vais confier la tâche au président Soko d'entrer dans le vif du sujet pour véritablement donner des points essentiels afin que ce phénomène trouve des solutions assez considérables. Merci, président de Vinci. Alors, ce que nous disons au niveau de la quatrième voie, la voie des 100 voix sur le phénomène des microbes, ce phénomène marque et désigne clairement l'échec
de toutes les politiques sociales en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est rentrée dans la violence politique depuis le coup d'État de décembre 1999. Il s'est trouvé des Ivoiriens et des Ivoiriennes pour acclamer un coup d'État. Quand dans une nation, dans un pays, il y a un coup d'État militaire et que des hommes politiques commencent à acclamer le coup d'État militaire, on ne doit pas s'étonner qu'en acclamant un coup d'État militaire, nous sommes en train d'acclamer un comportement anti-républicain, un comportement de violence en Côte d'Ivoire. Nous n'avons déjà été étonnés quand en janvier 2001, la Côte d'Ivoire a pu connaître encore une autre tentative de coup d'État. Et quand nous regardons très bien, ce sont les mêmes acteurs du coup d'État de 1999 qui certainement n'ont pas eu gain de cause, qui ont encore repris les armes. Et quand ils reprennent les armes avec d'autres jeunes gens à qui ils inculquent cette éducation. La Côte d'Ivoire a connu une crise militaire politique de 2002 à 2011. Et dans cette crise militaire, nous savons que beaucoup de jeunes gens, beaucoup d'enfants ont vu leurs parents aller en guerre. Et avec tous les morts qu'il y a eu beaucoup d'orphelins, beaucoup de déshérités, et qui malheureusement n'avaient pas d'autre choix que de suivre le modèle. Après cette crise, nous avons remarqué qu'il y a eu beaucoup de crises où pour le seul fait d'avoir pris des armes, d'autres ont reçu de l'argent, d'autres ont reçu des récompenses, d'autres ont reçu des promotions sociales, simplement par le fait d'avoir pris des armes. Et certainement, cette mauvaise image a engendré cette mauvaise éducation au niveau de la population, où beaucoup ont pensé malheureusement que prendre les armes est devenu le modèle. Et nous disons non. Et c'est l'échec de certains leaders politiques qui ont occasionné ce phénomène. Aujourd'hui, nous parlons du phénomène des enfants microbes, mais il n'y a pas que ceux-là. Tous les niabros, comme on les appelle communément, ou des gars secrets à bout de chemin dans tous les coins, où c'est la force qui fait la loi, mais la force n'est plus à la loi, mais celui qui a plus de muscles, plus de force, celui qui fait la loi dans les syndicats. Les syndicats se créent partout. Le ministère des Transports n'a pas de solution. Le ministère de la Sécurité, le ministère de la Défense n'ont pas de solution. Et c'est un phénomène qui ne date pas d'aujourd'hui. Depuis tous les pouvoirs successifs, le phénomène des Niabro a toujours existé. Est-ce que c'est une incapacité de nos leaders politiques? Nous sommes en train de nous interroger. Nous trouvons que cela n'est pas normal. Quand nous allons plus loin, nous constatons qu'en Côte d'Ivoire, maintenant, nous avons des jeunes prostituées à partir de 8 ans, de 9 ans, de 10 ans. Nos enfants se prostituent. Ça veut dire que c'est un échec total de la politique sociale en Côte d'Ivoire. Et nous pensons que l'origine de ces enfants microbes vient de tout cela. Malheureusement, nous avons des hommes politiques de mauvaise éducation qui profitent de la faiblesse de cette population pour en faire certainement des milices. Armer ces jeunes gens-là, les utiliser à des fins politiques. Or, les jeunes gens ont besoin d'autres solutions. C'est pour cela qu'au niveau de la 4e voie, la voie des 100 voix, nous avons des propositions à faire à l'État de Côte d'Ivoire, aux gouvernants, pour que cette situation puisse s'arrêter et l'arrêter de manière définitive et de manière durable. La première des choses que nous demandons sur le plan sécuritaire, c'est que le gouvernement mette en place une brigade spéciale anti-microbes pour que le phénomène des microbes soit tout de suite enrayé. Nous avons vu le président Laurent Gbagbo mettre en place le SECOS pour lutter contre le grand banditisme. Nous avons vu le président Alassane Ouattara mettre en place le CCDO pour régler un certain nombre de problèmes. Je m'interroge pourquoi, au jour d'aujourd'hui, le phénomène des microbes, on ne trouve pas de solution, mais on trouve plutôt un autre qualificatif que nous donnons à ces enfants. Les enfants en conflit avec la loi. Un délinquant est un délinquant. Un voyou est un voyou. Appelons les choses par leur nom et pour nous mettons en place une brigade spéciale anti-microbes pour que la population ivoirienne puisse vivre en paix. Aujourd'hui, les uns et les autres ont peur de se promener la nuit, à faire leurs activités la nuit, et ça, ce n'est pas bon. Nous proposons également qu'on puisse mettre en place des centres de rééducation pour ces enfants, pour leur donner une opportunité d'avoir une formation professionnelle, avoir une formation technique, pour qu'ils puissent servir ailleurs. Pour ceux qui veulent rentrer dans l'armée, dans la police, dans la gendarmerie, qu'on leur trouve des solutions pour que ces enfants-là puissent trouver également leur chemin dans la vie. Nous pensons que l'autre cause des microbes, c'est le fait que des familles ont été déguerpies. On nous a parlé des quartiers dits précaires. Les uns et les autres ont été chassés des quartiers précaires
en nous présentant ces quartiers-là comme ces quartiers à risque. Nous ne disons pas que cela est faux, mais on ne propose aucune solution alternative à ces parents-là qui quittent un domicile, une maison précaire, mais maintenant qui sont sans abri. On augmente de ce fait-là le nombre d'enfants dans la rue et on augmente de ce fait-là le nombre d'enfants de la rue. Un enfant dans la rue, un enfant de la rue, ce sont ceux-là qui vont multiplier le nombre de fumoirs, qui vont devenir les abonnés dans les différents fumoirs dans la ville d'Abidjan qui pullulent. Et donc, du coup, c'est le lieu approprié pour que les politiciens de mauvaise foi, de mauvaise pensée puissent aller recruter dans cet endroit-là pour, pour mettre en place des milices pour agresser inutilement les Ivoiriens. Donc, nous voulons demander à nos gouvernants, nous voulons proposer aux tenants du pouvoir actuel ces différentes solutions. Politiquement, nous pensons que c'est un échec total de la politique sociale en Côte d'Ivoire. Il est impérieux qu'on puisse avoir une concertation sociale et nationale pour que les Ivoiriens et les Ivoiriennes s'asseyent pour régler le problème dans le fond. Depuis l'exode rural, depuis les villages, depuis les villes, depuis les grandes agglomérations, il faut qu'on puisse s'asseoir pour trouver des solutions durables et définitives pour que ce phénomène des microbes devienne un passé lointain pour les Ivoiriens, pour que nos enfants qui ont 9 ans, 8 ans, qui se donnent à la drogue, qui se donnent à la prostitution, puissent maintenant quitter les rues. Voici ce que nous voulons juste dire aux Ivoiriens et aux Ivoiriennes. Nous profitons pour lancer un appel solennel à tous les leaders politiques ivoiriens. Arrêtez d'utiliser la souffrance de la jeunesse, arrêtez d'utiliser les problèmes des jeunes et arrêtez de les instrumentaliser pour en faire des armes de combat politique. Ce n'est pas juste, ce n'est pas honnête, ce n'est pas franc, moralement cela n'est pas bien. Nous voulons demander à tous ces leaders politiques de faire la politique dans les règles de l'art pour qu'on se sente à l'aise à faire de la politique, mais qu'on ne prenne pas la politique dans un endroit où on vient se découper à la machette, où on vient tirer des fusils, parce que la politique c'est de l'art, c'est le poids des arguments, c'est la valeur des arguments. Et au niveau de la 4e voie, la voie des 100 voix, c'est cette manière de faire la politique que nous souhaitons et c'est cette voie-là que nous avons choisie. Nous ne sommes pas des partisans de la violence, nous ne sommes pas des partisans des armes, nous ne sommes pas des partisans des coups d'État, nous sommes des partisans pour des élections, nous sommes des partisans pour le dialogue, pour la concertation, pour que les Ivoiriens et les Ivoiriennes puissent s'asseoir et discuter. Comme Houphouët-Boigny le disait, le dialogue est l'âme des hommes forts. Et c'est là que je voulais juste m'arrêter au nom de la 4e voie, la voie des 100 voix. Nous voulons dire merci à la presse nationale et internationale qui est avec nous. Merci à tous les présidents des organisations membres de la 4e voie. Merci à tous nos invités qui sont parmi nous. Merci et nous vous disons que incessamment, nous vous appellerons après l'analyse de cette situation-là parce que nous aurons des actions politiques à poser incessamment. Mais pour l'heure, souffrez que nous ne pouvons pas vous en dire plus. Je vous remercie. Merci, Président. Et quel est l'agenda futur? Quelle est l'activité prochaine? On vous tiendra informé incessamment. Merci, Président. C'était la 4e voie. La voie des 100 voix. La voie des 100 voix. Non. Président, oui. J'aimerais bien vous poser une question. Oui, allez-y. Avoir l'avis de la 4e voie quand même sur un sujet qui inquiète aussi les Ivoiriens, au-delà de la sécurité des microbes, au-delà de la CPI. C'est la guéguerre au sein du RDR, précisément. Lundi, c'est ça? Lundi, Soul Toussoul, le directeur du protocole du président de l'Assemblée nationale, a été arrêté. Oui, c'est Guillaume Soro, le président de l'Assemblée nationale, a été arrêté. Alors on lui reproche de comploter contre l'autorité de l'État et de vouloir déstabiliser le pays parce que en mai dernier, on a retrouvé des armes dans l'une de ses maisons à Boaki. Alors il a été arrêté. Soro Guillaume lui-même, président de l'Assemblée nationale, est hors du pays depuis bientôt 3 mois. On ne sait pas trop pourquoi. On nous dit qu'il travaille pour le pays, mais il est dehors. Alors, la situation inquiète. On a vu le FPI se prononcer sur la question. Alors, quelle est la position de la 4e voie sur la question? Alors, je voulais simplement dire merci pour cette question. C'est une situation qui nous préoccupe. Mais comme vous le savez, dans une nation, dans une république,
toutes les questions sont réglées par le droit. Toutes les questions sont réglées par la loi. Et nous pensons que la Côte d'Ivoire doit régler toutes les questions par la loi. Tant que nous prendrons la peine de respecter les lois et les institutions de nos pays, nous allons éviter des situations de crise. Et donc, avant de revenir à la question même, je prends l'exemple de ce qui s'est passé en 2010-2011. C'est la volonté de ne pas respecter la loi qui engendre les crises, et finalement, le non-respect de la loi commence par devenir la règle. À la suite des élections de 2010, le président du Conseil constitutionnel a pris une décision. Cette décision, qu'on soit d'accord ou pas, c'est ce que la loi dit. Mais nous avons vu que la communauté internationale elle-même, l'ONU, qui est censée respecter les constitutions des différents pays, ne sont pas allés dans le sens du respect de la loi. Au contraire, on nous a demandé de ne pas respecter la loi. Donc du coup, on a mis en place un gouvernement, on a mis en place un régime que eux ils estiment légal pour eux, en dehors de la constitution ivoirienne. On a dû forcer la main au président du Conseil constitutionnel pour venir redonner une autre décision. Ça, c'est un problème sérieux que nous avons en Côte d'Ivoire. Alors, pour revenir à la question, à partir du moment où on trouve au domicile d'un citoyen ivoirien, qui qu'il soit, qui ne doit pas garder des armes chez lui, ce citoyen doit répondre devant la justice. Donc nous voulons féliciter plutôt le gouvernement pour cela. Aucun Ivoirien qui ne peut avoir chez lui des armes sous prétexte que nous avons combattu pour le président Alassane Ouattara, c'est du passé. Le président Alassane Ouattara, vous avez combattu pour lui, c'est vrai, c'est du passé. En 2015, on a eu des élections sans armes, avec une nouvelle constitution. Donc la nouvelle constitution dans laquelle nous sommes, c'est elle-là qu'il faut respecter. Donc moi, je voulais encourager le président Alassane Ouattara